Alors bonjour Zinedine. Alors on se rejoint ce soir pour parler d'un échange dont on avait un petit peu discuté en off et puis sur les réseaux sociaux. C'est la violence qu'on peut trouver dans les textes islamiques. En tout cas, c'est moi l'angle par lequel j'aborde les choses. C'est-à-dire que moi, je pense que le corpus idéologique sunnite porte en lui en fait de la violence et que cette violence peut influer sur le musulman du quotidien, quand bien même il n'aurait pas connaissance des textes, ce serait quelque chose, une espèce d'ambiance, une espèce de culture, une espèce de sociologie qui influerait sur le musulman du quotidien. Donc on ne te connaît pas sur la chaîne, je te laisse peut-être d'abord te présenter, nous dire qui tu es, quel est ton angle de recherche et de réflexion, et puis peut-être répondre à la question si tu l'abordes par ce bout-là. Ok. Déjà, merci beaucoup de m'avoir invité. C'est gentil de ta part. Ça fait un moment que je suis ce que tu fais. Et j'aime beaucoup ce que tu fais, sans partager toutes tes opinions, mais voilà, je trouve que c'est quand même une bonne dynamique. Moi, me concernant, donc je m'appelle Zindine, j'ai 26 ans. Je suis doctorant en sociologie à l'EHESS. J'ai fait des études de sciences politiques, d'histoire et de sociologie. Donc à Paris 1 et à l'EHESS. Et donc voilà, en ce moment, je fais une thèse. Je travaille pas du tout sur l'islam, je travaille sur les intellectuels contemporains. Mais en master, donc en sociologie, j'ai travaillé à l'EHESS, j'ai travaillé sur la question de l'islam en France, en fait, et plus particulièrement sur ce qu'on appelle la radicalisation, euh, et plus précisément encore sur les intellectuels dits radicaux. Les intellectuels musulmans français, je souligne par le français parce que c'est très important, et dits radicaux, je mets radical entre guillemets parce que là encore euh, c'est un concept qui est transi par tout un tas de prénotions, donc il faut faire attention. Donc voilà, en gros, voilà, quels sont mes domaines, c'est essentiellement la sociologie, la science politique et la philosophie également. Voilà. D'accord. Alors déjà peut-être parler de ce terme radicalité, puisque apparemment tu voudrais être assez précis. Pour t'avoir lu un petit peu, puisque tu écris des articles sur ces sujets sur Internet, je sais que tu es extrêmement précis dans ta manière de penser et de communiquer, et peut-être aurais-tu envie de parler de ce mot radicalité qui est peut-être un peu dévoyé. Bah, en fait, c'est qu'aujourd'hui, il est dangereux. C'est comme le terme d'islamisme. À mes yeux, en tout cas, c'est des termes un peu trop totalisants, un peu trop abstraits, un peu trop flous et qu'on utilise un peu à la va-vite ci et là pour nommer ou catégoriser telle structure ou telle pratique, etc. Il faut faire attention parce que la radicalité, c'est d'abord, avant tout, une catégorie d'État. Donc, quand on utilise ce terme, il faut bien comprendre qu'on est en train d'utiliser une pensée d'État. Donc, l'une des premières choses à faire lorsqu'on... Excuse-moi, je te place une parenthèse pour ceux qui nous écoutent. Tu veux dire un état d'être, c'est ça? Ah non, 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 pas d'état d'être. L'état au sens de la structure politique. Ah, C'est d'accord. c'est une catégorie de pensée d'État. Vous voyez, c'est un peu comme le terme de terrorisme. Certes, on va utiliser le terme dans l'usage courant, mais il n'en reste pas moins vrai que ce terme-là a une définition plus ou moins précise du point de vue de l'État. Le terme de radicalisation ou de radicalité, c'est pareil. À la base, ce terme-là ne signifie, enfin, comment dire, ne cible pas uniquement ce qu'on appelle la radicalisation islamique. Ça peut cibler la radicalité dite de gauche ou d'extrême gauche, la radicalité de droite ou d'extrême droite, etc. Donc déjà, juste quand on a connaissance de ça, il faut faire attention à ce qu'on met dedans. Euh, qualifier par exemple, moi, ce qui me gêne, en fait, c'est lorsqu'on on va essayer on va qualifier, par exemple, ce qu'on appelle les frères musulmans ou d'autres structures de ce type, l'établir, ou même parfois le salafisme dit quiétiste, comme une forme de radicalisation. Là, je me dis, on est en train de passer à côté du sujet, en fait. On est en train de passer à côté de ce qu'est réellement la radicalisation au sens du djihadisme. Parce que si par radicalité ce qui nous, comment dire, la définition que donnent les sociologues ou que donnent même ceux qui travaillent au plus haut rang de l'État donnent de la radicalité, c'est une rupture politique, culturelle, sociale, et surtout une rupture politique avec
l'ordre politique justement qui est le nôtre, et en plus de cela, une injonction ou une forme de légitimation de la violence. Vous voyez? Il faut qu'il y ait cet élément de la violence, que ce soit verbal, que ce soit symbolique, ou que ce soit vraiment des passages à l'acte. Vous voyez? À partir de ce moment-là, si c'est la conjonction entre une idéologie et une forme de violence symbolique ou physique, comment on peut mettre dans cette définition-là des structures comme ou des mouvements comme les frères musulmans en France, j'entends, en France, ou le tablir, ou le salafisme quiétiste, etc. Ça me semble un petit peu problématique en fait. Ça me semble étendre en fait le champ de définition de la radicalité à peu près toutes les formes d'expression de l'islam, mis à part certaines, les plus dominantes en tout cas. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas... Pardon, excuse-moi, je te laisse terminer. Non, j'ai fini, pardon. Non, en fait, ce que je voulais dire, c'est est-ce que ce qui perd pas les gens et ce qui fait peut-être qu'on utilise mal ce mot radicalité, n'est-ce pas le fait que peut-être il y a un continuum entre certains comportements et certaines matrices de pensée et justement cette fameuse radicalité à laquelle on peut arriver et qui et tu nous as très bien expliqué juste avant. Et c'est vrai que moi, c'est pas forcément, effectivement, tu as eu raison de préciser parce que dans ce mot-là, je n'y mets pas le sens que tu y mets. Donc c'est bien que tu aies précisé ce que tu entends par radicalité et on le fait trop peu. Donc ça, je trouve que c'est bien. Mais du coup, si on a tendance peut-être à englober peut-être trop de gens dans ce terme radicalité, c'est déjà d'une parce qu'on est sous pression. En ce moment, on est sous cette pression, je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais en tout cas une pression idéologique et puis une pression même violente. Et du coup, ça nous pousse peut-être à englober des gens qui n'ont rien à y faire. Ça, je l'entends. Mais du coup, est-ce qu'on peut se dire que à partir de corpus idéologiques islamiques, on parlait par exemple des frères musulmans, est-ce qu'à partir de ce corpus-là, même si on peut pas définir tous les frères musulmans français comme des radicalisés, est-ce qu'il n'y a pas un continuum de pensée qui va venir te chercher à un endroit qui, somme toute, peut être démocratique et te faire glisser lentement vers la radicalité? Est-ce que ça a du sens ou est-ce que ça peut marcher peut-être dans les deux sens d'ailleurs? Je sais pas. Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne dis pas que c'est impossible. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, qu'on ne peut pas passer, par exemple, des frères musulmans à autre chose. Mais fondamentalement, je ne pense pas. Je pense que c'est une erreur, une lecture fausse, en fait. À la limite, je dis bien à la limite, dans une certaine mesure, le salafisme quiétiste peut éventuellement être un tremplin. Mais là encore, c'est pas une nécessité mécanique. D'ailleurs, je voudrais dire que contrairement à ce qu'on peut croire, le salafisme quiétiste est davantage un rempart à la radicalité violente, à la radicalité djihadiste, qu'un tremplin. Pour la simple et bonne raison que les salafis quiétistes et les salafis djihadistes se détestent. Mais quand je dis se détestent, c'est très virulent. C'est très virulent. Les salafistes quiétistes considèrent les djihadistes comme des takfiris, voilà, c'est-à-dire voire même des khawarij, comme on dit, c'est-à-dire les premières sectes de l'islam. Donc vraiment, on est dans le cadre de l'excommunication en quelque sorte. Vous voyez. Donc c'est à un moment donné, il faut faire vraiment attention à tous les différents courants. Et puis pour revenir sur la question des frères musulmans, là encore, contrairement à ce qu'on croit. Le courant des frères musulmans en France, j'entends encore une fois, excusez-moi. Pas de souci. Le courant des frères musulmans en France a une logique qui n'est pas une logique de rupture, contrairement à ce qu'on peut croire. Au contraire, dès le départ, en tout cas assez rapidement, la logique a été une logique de tentative, je dis bien de tentative de conciliation entre un environnement français occidental et l'héritage islamique. Ça signifie pas que il s'agissait pour eux de faire indexer l'héritage islamique aux valeurs du pays d'accueil, c'est-à-dire faire indexer toutes les valeurs islamiques au pays d'accueil, non. Mais c'était une tentative de conciliation. Vous voyez, les premiers questionnements. L'une des plus grandes figures du mouvement des frères musulmans en France, c'est Tariq Ramadan.
sous l'égide de l'OIF, même s'il n'a jamais vraiment fait partie de cette organisation, il était très proche, mais c'est lui l'idéologue, c'est lui le penseur des frères musulmans en France. L'un de ses premiers livres, c'est Les musulmans dans la laïcité. Ouais. Et son premier questionnement, je vais vous le citer, c'est celui-ci. Il dit, donc c'est ce livre-là, ouais. Il est écrit en 99. Il dit, la première question, c'est comment être musulman en Europe. Donc, dès le départ, en fait, dans ce livre-là, il va essayer ensuite de définir quelle est la laïcité, définir quels sont les principes de l'islam ou qu'est-ce qu'être musulman, et conclure que on peut, enfin, il s'adresse à des musulmans, on peut, en tant que musulman, être à la fois et français et musulman. Vous voyez? Ouais. Tous ces livres, toute son œuvre tourne autour que j'appelle cet intellectuel-là de type, enfin, je cite un travail de recherche, mais je qualifie cet intellectuel-là comme un intellectuel musulman de conciliation, de contribution et de confirmation. C'est-à-dire que, d'une part, on confirme le fait qu'on est musulman, ça c'est d'une part, qu'on contribue à la société en tant que musulman, mais également qu'il y a une forme de conciliation presque naturelle, ou en tout cas qu'il faut mettre en œuvre entre le fait d'être musulman et le fait d'être français. Vous voyez? Par exemple, en fait, juste les titres des ouvrages de cet auteur-là témoignent de cette dynamique. Par exemple, un autre livre, bon, le titre a changé, mais Être occidental et musulman aujourd'hui. En fait, ça veut tout dire. Si vous lisez la littérature salafiste, enfin non pas salafiste, mais disons djihadiste française, hein, j'entends, vous ne trouverez jamais ce genre de choses. Vous ne trouverez jamais l'idée selon laquelle on peut être et occidental et musulman. Vous voyez? Vous trouverez plutôt l'opposition, tout de suite, entre le fait d'être musulman et le fait d'être occidental ou français. Par exemple, là, si je vous cite Tariq Ramadan, encore une fois, il dit la voie de la fidélité, c'est-à-dire en fait la charia, impose de déterminer le cadre de l'intérêt public dans une société donnée, de dynamiser en permanence l'effort critique d'élaboration juridique afin d'énoncer des avis juridiques en phase avec les nouvelles réalités du monde. Quand il parle là d'avis juridiques, c'est l'avis juridique musulman. Donc il est en train de nous dire, le but de la démarche, disons, réformiste ou autre, c'est d'essayer de renouveler notre façon de penser l'islam dans notre environnement. Ce qui implique, comment dire, pour ces intellectuels-là, de savoir qu'est-ce qui est nécessaire à la foi musulmane et qu'est-ce qui peut changer. Donc dès le départ, il y avait cette dynamique-là. Si vous lisez la littérature salafiste ou la littérature salafiste djihadiste, vous ne trouverez pas ce genre de questionnement. Il n'y a pas l'idée de conciliation. D'accord. Donc du coup, en fait, si j'entends bien, pour toi, en fait, ils sont plutôt, les frères musulmans sont plutôt dans une, comment dire, dans un angle de conciliation, dans le sens où ils sont pas en rupture politique et en rupture même sociétale avec l'Occident, puisque c'était le titre du dernier ouvrage, mais là plus concrètement avec la France. Exactement. D'accord. Et donc du coup, la question qui me vient juste après ça, c'est de me dire du coup, qu'est-ce qui, alors c'est une question qui va être extrêmement compliquée, qu'on va peut-être préciser après, mais une question un petit peu généraliste qui dit qu'est-ce qui a échoué et qu'est-ce qui fait justement, eh bien qu'on se retrouve avec cette vague de violence. Alors il y a ça c'est une question, et puis il y a aussi une autre question qui est plus en phase avec ce que tu nous as appris juste maintenant et qui va interroger plutôt la société française sur le fait que la société française a du mal à tolérer ces interrogations venant des frères musulmans, puisque toute manifestation religieuse ou même tout questionnement religieux qui viendrait se choquer ou questionner la République est extrêmement mal pris en France. Et on le voit, hein, c'est-à-dire que dès que tu questionnes la République, et moi le premier, hein, dès qu'on questionne la République avec les armes, avec des armes théologiques, quand bien même la personne serait bienveillante, eh bien c'est extrêmement mal pris. Alors voilà, c'est deux questions qui n'ont un peu rien à voir, mais voilà ce que m'inspire en tout cas ce que tu viens de nous apprendre. C'est de très bonnes questions. C'est très compliqué d'y répondre. Qu'est-ce qui a échoué? Je pense que déjà, dès le départ, en fait, bon, la citation que je vous ai faite de Tariq Ramadan,
c'était comment être musulman en Europe et donc plus particulièrement en vérité en France. Si je recite un autre passage, il nous dit, il s'agit, donc là il parle des musulmans d'Occident, il s'agit d'éviter une intégration appuyée sur une compilation d'avis juridiques de protection. Donc là il parle une compilation d'avis juridiques de protection, c'est-à-dire de fomenter, de créer une forme de droit musulman uniquement dans la protection. Vous voyez, ça c'est par exemple ce qu'essaye de faire le salafisme quiétiste. Il produit des avis juridiques qui sont uniquement une forme de protection. Il faut se protéger de la société, donc être en quelque sorte à l'écart. Vous voyez, entre soi, ce qui ne signifie pas un séparatisme politique. C'est différent. C'est un séparatisme de type comment dirais-je, un peu comme ce qui peut se faire aux États-Unis avec certaines sectes chrétiennes, mormons ou autres. Vous voyez, ils doivent vivre entre eux, sans forcément qu'il y ait derrière des velléités politiques ou autres. Mais le salafisme quiétiste, c'est un peu ça. C'est laissez-nous vivre notre vie tranquille et voilà, laissez-nous tranquilles, en fait. C'est ça. En revanche, le salafisme djihadiste, là, c'est autre chose. C'est un séparatisme politique, voulu. Mais dans le cadre des frères musulmans, donc il nous dit, le but c'est pas de produire des avis juridiques de protection, mais bien de proposer une voie qui permette un enracinement épanoui, confiant, ouvrant aux musulmans les portes de la contribution. Vous voyez ? Donc c'est ça à la base l'objectif des frères musulmans. En tout cas de Tariq Ramadan en tant qu'intellectuel. Tariq Ramadan, si vous voulez, à titre de comparaison, c'est un peu c'est un marqueur générationnel, hein. C'est un peu Zinedine Zidane chez les musulmans, vous voyez. Non, mais enfin voilà, c'est un marqueur générationnel. Il a marqué vraiment toute une génération de musulmans français. Il nous dit ensuite, c'est là où pour moi ça a été problématique. Il nous dit 3 questions sont fondamentales et exigent d'emblée des réponses précises pour nous permettre de construire notre avenir en Occident. 2 points. Où sommes-nous? Bon, ok. Qui sommes-nous? Et enfin, quel type d'appartenance déterminons-nous? Et en fait, ce qui me pose problème, enfin, à son époque, il me semble que c'était nécessaire de poser ces questions-là, mais c'est que dès le départ, il fait rentrer le musulman dans un questionnement, et quand je dis le musulman, je mets musulman entre guillemets, il fait rentrer le musulman dans un questionnement de type identitaire. Vous voyez? Qui nous sommes? Qu'est-ce que c'est qu'être musulman? Qu'est-ce que c'est qu'être musulman en France? Etc. Si vous voulez, là, en fait, on a concrètement une fabrique de l'islamisme. Pardon, j'ai oublié le terme. Une fabrique du musulman. C'est plus ça que je voulais dire. C'est que il faut pas croire que ces immigrés qui sont venus après le regroupement familial, etc., étaient musulmans par nature ou étaient musulmans de façon logique ou nécessaire ou mécanique. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a eu un phénomène de réislamisation. Ce type de questionnement, par l'égide des frères musulmans et d'autres événements, d'autres phénomènes, hein, ont participé à la construction, à la fabrique du musulman. Mais rien ne dit que s'il n'y avait pas eu ces instances-là, on aurait eu les musulmans qu'on a eu aujourd'hui. Vous voyez? Ouais. Ça c'est d'une part. D'ailleurs, juste parenthèse, mais enfin ceux qui ont déjà grandi, qui ont connu plus ou moins les cités, surtout dans les années 80-90, mais enfin les anciens vous le diront, à l'époque ils se considéraient pas comme, enfin ils savaient qu'ils étaient musulmans, mais être musulman ça faisait partie d'une forme d'atmosphère culturelle. Vous voyez? Ça n'avait pas la dimension. Tu parlais de marqueurs générationnels. Moi, je me souviens très bien de NTM, puisque c'est des marqueurs générationnels à moi, et il disait clairement en interview, nous, ce qu'on réclame, c'est d'être des Français comme les autres. On veut rien d'autre. Exactement. Mais c'était les réclamations de toute une génération. La marche des beurs, c'était ça. D'ailleurs, voilà, ça s'appelait pas la marche des beurs. D'ailleurs, c'est moi-même j'utilise ce terme alors que c'était pas le terme. C'était la marche pour la dignité et l'égalité ou quelque chose comme ça. Enfin voilà. Donc on était vraiment dans des revendications universalistes quelque part. C'est après qu'on a justement entre guillemets indigénisé cette lutte-là, qu'on l'a racialisée, entre autres par SOS Racisme. On a racialisé cette lutte-là et puis ensuite elle s'est religiosisée. Par tout un tas de courants, par effectivement l'avènement des frères musulmans en France,
par ce qui se passait d'un point de vue géopolitique, c'est-à-dire le fils en Algérie, les guerres du Golfe, etc. L'Arabie Saoudite qui est également financée, essaie de répandre ce qu'on appelle le salafisme ou le wahhabisme, etc. Donc ces ces immigrés-là n'avaient pas forcément vocation à devenir musulmans. Ils le sont devenus malgré eux. Et on leur a insufflé un questionnement de type identitaire. Donc, à partir de ce moment-là, les choses se gâtent, surtout lorsqu'on vit dans un pays où, effectivement, la République, parfois, sait être intolérante, vous voyez. L'affaire du voile de 89, c'est un événement marquant aussi. Je veux dire, tout aurait pu changer selon la façon dont cette question-là a été gérée par les politiques et par les intellectuels. Ce que disait Père Bourdieu, il disait, mais pourquoi se focaliser sur ce fichu alors que ça concerne que 2 élèves? Je veux dire, pourquoi est-ce que ne pas voir ce fichu juste comme un fichu, en fait? Alors, à partir du... Ouais, non, je voulais donner un début d'explication, mais je te laisse terminer peut-être. Non, vas-y. En fait, je voulais simplement dire que effectivement, à l'époque de ces 2 foulards, on a dit ces 2 foulards, mais aujourd'hui, on voit que c'est beaucoup plus que ça. Et peut-être que si on n'avait pas mis le stop à l'école, eh bien, on a un problème en France. Effectivement, je comprends l'intolérance dont tu parles. Cette intolérance, en fait, vient de l'universalisme français. Je pense que tu ne l'ignores pas, tu le sais mieux que moi sûrement. Le souci est que le français prend tout à l'heure, tu parlais des quiétistes qui, effectivement, par exemple, aux États-Unis, pourraient s'apparenter dans leur manière de vivre aux Mormons, et c'est le cas, c'est ce que je pense. Mais du coup, ça, pour un Français, c'est extrêmement violent. C'est-à-dire que, comment dire, la culture des États-Unis, c'est une culture de gens qui ont fui l'Angleterre pour pouvoir vivre religieusement libre. C'est-à-dire que pour eux, la fuite, ils sont allés sur un territoire nouveau pour devenir libre et pour être religieusement libre. Alors qu'en France, notre histoire est plutôt, on est resté sur place et on a demandé à l'Église voilà, on l'a poussée, on s'est battu contre elle. Et je pense que ça joue quand même dans les inconscients, dans le sens où aujourd'hui, toute forme de religiosité ou même de communautarisme un peu trop voyant, même si ce serait juste des gens qui ne se regroupent pas mais qui s'habillent pareil, tu vois ce que je veux dire? Eh bien, c'est extrêmement mal pris en France à cause de cet universalisme. Alors, c'est vrai que la République est une violence, parfois, mais elle a aussi à son actif le fait que, moi, c'est là-dessus que je m'appuie pour souhaiter l'universalisme, c'est qu'on a quand même le taux de mariage mixte le plus important d'Europe. Ce qui veut dire que, certes, ça se fait dans la souffrance, certes, ça se fait dans comment dire, dans un frottement assez virulent parfois, mais il y a quand même une intégration qui se fait et une intégration qui paraît pour l'instant un peu meilleure qu'ailleurs, même si on voit que dans les quartiers, on a perdu ça. J'entends, mais je sais pas si c'est totalement vrai de dire que toute forme de communautarisme fait violence aux Français. Je pense que c'est quelque chose qui est circonstanciel, qui est lié à notre contexte aujourd'hui, le contexte clivant sur la question musulmane, en fait. L'islam fait peur, voilà, c'est un fait, c'est comme ça. Peut-être qu'on en reparlera, on parlera après. Mais je pense que c'est surtout lié à ça, parce que des formes de communautarisme, il y en a d'autres en France. Je veux dire, ce qu'on a appelé à un moment donné le communautarisme gay, entre guillemets, c'est le terme qu'on utilisait à une époque. Enfin, certes, il a peut-être choqué plus ou moins, mais ensuite il est passé. Vous voyez, le communautarisme dit juif, entre guillemets, là encore, il pose pas plus de problèmes que ça. Le communautarisme dit chinois, entre guillemets, là encore, dans le 13e, par exemple, puisque je suis de Paris, là non plus, il pose pas vraiment de problème. Donc, je pense que vraiment, il y a une spécificité aujourd'hui sur la question musulmane, parce que l'islam fait peur, en fait. On voit dans l'islam un spectre politique. Je dirais même qu'il y a des formes de tendance de pensée quasiment complotiste, c'est-à-dire que tout fait et geste de la part d'un musulman est susceptible d'être interprété comme une manigance. Et ça me paraît très dangereux, en fait. Donc après, moi, je suis pas du tout pour le communautarisme. Et je pense qu'en fait,
la définition que tu me donnes de l'universalisme, certes, c'est l'universalisme français, mais je considère pas que c'est de l'universalisme. Je pense que c'est de l'uniformisme. Et en ce sens-là, j'ai un problème avec cette forme d'universalité. Imposer des choses. Je ne dis pas que l'État ne doit pas imposer des choses, hein, c'est la base de l'État d'imposer des choses, mais du point de vue des valeurs, de la morale, de l'éthique, de la culture, des idées même, imposer des choses, ça me paraît vraiment problématique. Qu'on le veuille ou non, la France est un État républicain, certes, mais il a aussi une tradition libérale. C'est pas le libéralisme anglais, c'est vrai, mais il n'en reste pas moins vrai que dans cette forme de libéralisme, la liberté d'opinion est inscrite, en fait, elle existe. La liberté aussi d'expression de ces opinions est aussi inscrite. Donc, moi, le premier, si un jour l'État m'intime de penser d'une certaine façon, je dirais non. Et ça n'a rien à voir avec mes convictions religieuses ou autres. Moi, par exemple, je ne vois pas où est le problème dans le fait de dire, je considère que, par exemple, la philosophie de Platon ou la philosophie de Kant est supérieure, est supérieure à la philosophie républicaine. En quoi est-ce que je n'aurais pas le droit de dire une chose pareille? Vous voyez, c'est problématique en fait. Ça. Pour moi, l'universalisme, ce n'est pas l'imposition par la force de certaines idées ou de certaines pratiques. Ce n'est pas non plus l'acceptation, l'acceptation tolérante des différences, comme pourrait le faire le communautarisme anglo-saxon, etc. Ça non plus. Je pense que c'est, disons, si vous voulez, pour moi, un synonyme d'universel, c'est les vérités au sens large, c'est-à-dire des vérités de type pratique, donc éthique, des vérités de type scientifique, des vérités de type esthétique, des vérités de type moral, etc. Pour moi, artistique, etc. Voilà. Pour moi, c'est ça l'universel, c'est-à-dire que devant une œuvre d'art, que vous soyez musulman, que vous soyez breton ou autre, vous êtes touché par cette œuvre d'art de façon universelle. Je dis pas que forcément ce sera le cas, mais je dis il faut postuler cette idée-là. Autre élément, ce serait de dire, par exemple, devant tel énoncé scientifique ou autre, l'universalité, c'est l'accord de tous les esprits sur cet énoncé-là. Pour moi, c'est ça l'universel. C'est-à-dire que pour moi, la République, si elle veut vraiment prétendre à l'universalité, elle doit construire les conditions politiques et sociales d'accès à l'universel, et pas l'imposition d'une forme d'uniformisation de ce que les gens doivent faire ou de ce que les gens doivent penser. Là, c'est problématique. Et pour moi, l'école est centrale dans cette question-là. L'école, ça ne doit pas être le lieu de l'éradication ou l'épuration des différences. Ça doit être l'accueil des différences, pas pour que les gens restent différents, pas pour que les gens restent tels qu'ils sont, mais au contraire pour leur faire violence dans l'esprit. Pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que un musulman ou un athée, pour moi, l'idéal de l'école, ce serait que si un athée rentre dans l'école, il ressort, peut-être qu'il devient croyant. Si un musulman rentre dans l'école, il ressort, peut-être qu'il devient athée. Voilà. Pour moi, ce serait ça une forme d'universalité. C'est-à-dire, il faut élaborer les conditions politiques de la libre pensée. Pour moi, ça passe par ça. C'est pas. Alors, je me demande si l'universalisme dont tu nous parles, c'est pas l'universalisme humain. Tu sais qu'il y a une différence entre l'universalisme humain, donc c'est-à-dire l'universalisme dont pourrait parler par exemple Spinoza dans le traité de la réforme de l'entendement, qui effectivement postule d'une universalité de la rationalité. Et puis il y a aussi des choses comme, tu sais, les droits humains, le fait de ne pas nuire à son voisin, le fait de ne pas tuer son semblable, voilà, sont des vérités universelles, effectivement. On appelle ça plutôt l'universalisme humain. Alors que la France est plutôt héritière d'un, alors qu'on soit critique ou pas, j'ai entendu tes critiques, mais la France est plutôt héritière d'un universalisme républicain, qui lui est très différent puisqu'il prétend, je te cite Rousseau, qui prétend en fait te libérer, y compris si ça doit être contre toi-même. Je les rendrai libres, même s'ils refusent. Pardon, fini, excuse-moi. Non, vas-y. Mais en fait, je me demandais si justement on n'est pas héritier de ça, et puis de l'école sous la Troisième République qui prétendait faire des citoyens. Alors au départ uniformisés, au départ même jusqu'à dans leurs habits, ils étaient sous uniforme, pour leur apprendre l'émancipation par les mêmes outils, mais ensuite ils peuvent eux se saisir de ces outils et devenir les adultes qu'ils souhaitent. Si, bien sûr que si, tu as tout à fait raison, on est héritier de tout ça, mais je pense que c'est problématique.
je pense qu'il faut changer, il faut renouveler le registre républicain. Même si vous regardez les débats entre Jean Jaurès, Jules Ferry, etc., vous verrez que vraiment cette question de la laïcité, elle est passionnante. Elle est vraiment passionnante parce que là, ce que je suis en train de dire, ce que je dis tout à l'heure à propos de l'école, vraiment, c'est ce que disait en quelque sorte Jean Jaurès. Dommage, j'ai pas le texte avec moi, peut-être que je le retrouverai un autre jour, mais où vraiment il dit, il faut que le maître lui-même, en fait, s'éprouve devant l'universel. C'est-à-dire que lui-même, lorsqu'il donne son cours, il soit susceptible de changer en fait d'opinion. Vous voyez? Et le fait de dire, tu as cité Rousseau à juste titre, en disant je les forcerai à être libres, ben, je suis un peu d'accord avec cette idée-là. Simplement, c'est qu'est-ce qu'on met derrière le signifiant de liberté? Parce que si être libre, ça signifie je ne sais pas, par exemple, manger je dis une bêtise, mais manger du camembert, ou enfin, bref, être un vrai Français, entre guillemets, là, j'ai un problème, parce que là, c'est une liberté, disons, qui n'est pas ontologique, qui est ontique, qui est liée, si vous voulez, c'est, pardon pour la comparaison, mais c'est une forme de salafisme de la liberté. Vous voyez? Et ça, Voilà, mais du coup, juste pour te placer une parenthèse rapide, excuse-moi, parce que justement là, ça s'y prête bien. C'est effectivement sur ce sujet, je suis extrêmement d'accord avec toi. Effectivement, là, on serait plutôt dans l'uniformisation. Mais par exemple, on parlait tout à l'heure du voile, et c'est vrai que ce qui a du mal à passer comme une liberté, c'est que par définition, ce qui peut être liberté peut être changé. Et en l'occurrence, l'habit que constitue le voile ne peut pas être changé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu mets le voile, tu ne peux pas l'enlever parce que il fait partie de, alors éventuellement avec des armes rationnelles ou avec une étude plus poussée du texte, tu vas pouvoir l'enlever, mais n'empêche qu'au moment où tu le mets, c'est pas comme, tu vois ce que je veux dire, le camembert, tu peux choisir de l'aimer le lundi, puis le mardi, finalement, je l'aime plus. Par contre, le voile, quand tu l'as, c'est une auto-aliénation pour moi. C'est-à-dire que l'Américain, lui, considère que l'auto-aliénation est une liberté. Le Français va avoir plus de mal. Il va se dire, si, à partir du moment où tu peux pas l'enlever le lundi, le mettre le mardi et l'enlever le mercredi et le mettre comme tu as envie, on n'est pas dans une liberté, on est dans une auto-aliénation que tu as acceptée, voire même que tu as voulu par toi-même de ta propre volonté, ce qui est souvent le cas d'ailleurs, mais ça a du mal effectivement à passer comme une liberté. Et le problème, c'est que je suis d'accord avec ce que tu dis, mais le problème, c'est qu'en voulant forcer les gens à s'habiller ou à penser d'une certaine façon, est-ce que finalement, la République française n'est pas en train de faire ce qu'elle dénonce, ce qu'elle prétend dénoncer? C'est-à-dire d'aliéner les gens bon gré, mal gré. Là aussi, c'est problématique. C'est-à-dire, si maintenant, pour être français, il faut forcément penser républicain ou penser en tant que laïque ou penser en tant que je ne sais quoi, mais là aussi, vous êtes en train de me contraindre, en fait. Et moi, là, quand je dis moi, c'est en tant que entre guillemets, vraiment de grosses guillemets, apprenti philosophe ou pseudo-philosophe, peu importe, ou apprenti sociologue, je ne veux pas qu'on m'impose des façons de penser, en fait. Ouais. Ce que tu dis sur l'action du voile, c'est tout à fait vrai, mais le problème, c'est que c'est inhérent à ce qu'est une religion. Et dans ce cas-là, il faut condamner la religion de façon totale. Donc j'entends très bien la critique, mais c'est inhérent, c'est consubstantiel à ce qu'est une religion. C'est d'imposer des façons de faire et des façons de penser. Donc à partir de ce moment-là, je veux dire, il n'y a aucune différence entre le judaïsme de ce point de vue-là, ou l'islam, ou même le christianisme. Mais maintenant, ce qui me dérange, c'est lorsque la République elle-même se transforme en religion. Là, c'est problématique pour moi. Et pourtant, ceux qui ont terrorisé la religion, qui ont théorisé la République, pardon, tu vois, ont effectivement pensé la République comme une religion parce qu'ils savaient que la nature a horreur du vide et que si on retire la religion à des gens, ils vont avoir besoin de religiosité, de spiritualité, ils vont avoir besoin de rituels. Et il y a des rituels républicains qui sont venus remplacer les rituels religieux. Et je voulais juste terminer en te disant que effectivement, tu as raison quand tu parles de cette irritation et de cette imposition un peu trop prégnante dans la République, mais je pense que c'est dû à l'histoire en fait très rugueuse entre les religions et la République française, les républiques les plus récentes en tout cas. Et c'est ce qui fait qu'on a beaucoup de mal avec ça. Alors le judaïsme, par exemple, on voit bien que le judaïsme, c'est assez récent qu'il continue qu'il commence à se montrer puisqu'il est dans ce mouvement de communautarisation, j'ai l'impression. C'est quelque chose qui n'était pas à une époque. On était obligé de leur mettre une étoile jaune pour les reconnaître puisque justement, on leur reprochait de s'être tellement intégrés qu'on les reconnaissait plus. Exact. Juste, pour rebondir, tu as dit beaucoup de choses.
certes, les premiers penseurs républicains ont voulu, comment dire, ont essayé de penser une religion de substitution. Mais attention, euh, il y avait beaucoup de débats sur la question, et pour certains, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble que c'était Edgar Quinet. Faut que je vérifie, ou Renouvier, quelque chose comme ça, en tout cas un des deux peut-être. Mais la religion qu'ils entendaient par religion républicaine ou religion voilà de substitution, c'était en quelque sorte, je schématise, mais c'était la philosophie. Tout à fait. C'est-à-dire la libre pensée. Mais cette libre pensée, encore une fois, elle ne peut pas exister si on vous impose des dogmes au préalable. La libre pensée implique la liberté. Vous voyez, ça ne signifie pas l'anarchie. Parce que quand on pense forcément d'un point de vue rationnel. C'est la définition que tu m'as donnée un peu avec Spinoza. Donc oui, il faut la rationalité. Mais la rationalité, ce n'est pas nécessairement l'absence du religieux. Vous voyez, ce n'est pas forcément la destruction même de la religion. C'est penser la religion. Vous voyez, c'est penser la religion. Ça, c'est d'une part. Donc, moi, je suis parfaitement d'accord pour dire, s'il faut une religion à la République, eh bien, ce sera la philosophie. Moi, je suis pour essayer d'établir un peuple de philosophes, comme on disait à une certaine époque. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc ça me va. Mais si on me dit que pour être français ou être républicain, il faut forcément, je ne sais pas moi, être contre, voilà, un exemple, être contre le voile, là j'ai un peu du mal. Moi j'ai l'impression qu'on est en train de m'imposer une façon de penser, et ça je n'aime pas. De la même façon que je n'aimerais pas qu'un musulman me dise, enfin il peut le faire puisque c'est de son point de vue religieux, mais quand bien même il le fasse, sa remarque, je m'en fiche en fait. Vous voyez, l'essentiel c'est d'être libre, et plus particulièrement d'être libre de penser. Donc l'école c'est une institution très importante parce que c'est dans l'école qu'il faut qu'on apprenne à penser. Et penser, c'est d'abord penser contre soi-même. Donc, si penser contre soi-même, ça implique, lorsqu'on est athée, juste de se confirmer soi, ça sert à rien en fait. Vous voyez, donc non, c'est pour juste fabriquer du bon citoyen. Moi, ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Je veux fabriquer de bons philosophes, de bons penseurs, de bons savants. Ça oui, ça oui. Quitte à ce que ça fasse mal aux subjectivités. Et tu as dit autre chose, il me semble. Quelle est la dernière chose que tu as dit déjà? C'était intéressant. Mince, j'ai un trou. J'ai parlé du républicanisme, j'ai parlé du fait que le voile, en fait, non, ça c'était la précédente intervention. J'expliquais, oui, que la République a été conçue comme une religion de substitution, et j'expliquais également que, effectivement, on a une longue culture d'émancipation en France. C'est-à-dire pour nous, la liberté est un chemin, est une émancipation. Alors, je précise mon propos, ça te permet, ça te donne le temps peut-être de retrouver le tien, mais tout simplement, en France, on a l'impression, en tout cas, je ne sais pas si c'est historiquement correct, mais en tout cas, on a dans notre inconscient collectif cette impression que être libre, en fait, est un chemin, une émancipation, et que si, tu vois, par exemple, aux États-Unis, tu nais, t'es libre. Et naître suffit à être libre pour un Américain. Je schématise, hein, je vais très vite, hein, mais c'est parce que on est un peu contraint par le temps. C'est plus complexe que ça, mais en gros, c'est un peu ça, c'est un peu ce qu'on pourrait dire. C'est ce qui permet, par exemple, au Ku Klux Klan de côtoyer les Black Panthers et les Nation of Islam, ce qui serait impossible en France. Ah, mais ils se côtoient pas justement. En fait, c'est ça le problème du communautarisme anglais, c'est qu'ils ne se côtoient pas. Ils s'affrontent certes, mais ils ne s'affrontent pas intellectuellement. Ils ne s'affrontent pas en esprit. Ils ne se côtoient pas même parfois dans la vie réelle. Or, ce qui serait bien ou bon, voire même beau, c'est qu'il y ait la confrontation des esprits. C'est ce que disait Hugo. Il disait la paix, c'est il me semble, hein, je reformule en substance, mais la paix, c'est la guerre des esprits. Vous voyez? Moi, je suis pour la guerre des esprits. C'est-à-dire qu'il faut faire violence aux esprits, qu'ils soient musulmans, ou qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient juifs, qu'ils soient athées, qu'ils soient républicains ou autres, peu importe. Il faut cette guerre des esprits. Et donc, moi, je suis tout à fait d'accord quand tu dis que la liberté, c'est un chemin, c'est une émancipation. Donc ça, c'est pas comme effectivement la conception anglo-saxonne où tu nais libre. Non, on devient libre. Et ça, je suis parfaitement d'accord. Mais c'est pour ça que les instances républicaines, les instances étatiques sont très importantes dans ce cheminement-là. Encore faut-il que ce ne soit pas des instances d'aliénation. Parce que, tu vois,
ce que tu es en train de dire sur la question de la religion républicaine, etc. Mais ça, c'est le discours que donnent ceux qu'on peut considérer, encore une fois, avec des guillemets, comme des radicaux. Parce qu'ils disent, vous voyez, chers musulmans, on vous dit qu'il faut être laïque, qu'il faut être républicain, etc. Mais en fait, tout ça, c'est une religion. Lisez, par exemple, eux, ils disent pas certains, ils disent tous les penseurs de la Troisième République, etc. Parce qu'ils sont dans la catégorisation totale, pour servir leurs propos. Allez les lire, vous verrez. Ils disent que c'est une religion. Donc c'est une religion. Or, vous êtes musulman. Et comme vous ne pouvez pas être et musulman et chrétien, de la même façon, vous ne pouvez pas être et musulman et républicain, et musulman et français. Donc choisissez votre religion. Soit l'islam, soit la France. Vous voyez un peu le raisonnement. C'est ça qui est très... Quand on dit la République, c'est une religion, ou la France, c'est une religion. C'est ce que fait Éric Zemmour, par exemple. Quelque part. Moi, Éric Zemmour, pour moi, c'est le plus grand théologien de la nation. Vous voyez? Donc, je n'aime ni Éric Zemmour en tant que théologien, ni par exemple Tariq Ramadan ou autres penseurs musulmans en tant qu'ils sont des théologiens. Et pourquoi je n'aime pas les théologiens? C'est parce que, entre autres, je dis bien entre autres, ils empêchent de penser. Voilà. Ça, c'est un problème. D'accord. Voilà. En tout cas, c'était très intéressant de débattre de ça. Non, c'était très intéressant. Mais du coup, je voulais recentrer le débat sur ce qu'on avait promis à nos téléspectateurs, c'est-à-dire de s'interroger sur l'effet, la dialectique qu'il pourrait y avoir entre la violence qu'on trouve dans les textes islamiques, dans le corpus idéologique islamique, et la violence qu'on voit actuellement dans les faits. Est-ce qu'il y a une dialectique? Est-ce qu'il y a une relation? Est-ce qu'il y a un rapport de cause à effet? Ou est-ce que le rapport de cause à effet est à chercher ailleurs? Okay. Moi, je considère qu'effectivement, il y a une relation. Je précise tout de suite que toutes les explications du type, qui évacueraient l'analyse sociologique, l'analyse politique, voire même l'analyse psychologique, parce que là, on parle en fait du djihadisme, quelque part, du terrorisme, etc., des actes violents. Toute analyse qui évacuerait la dimension humaine, en fait, proprement humaine, donc sociale, politique, etc., de l'analyse, me paraît complètement fausse. Non. L'analyse sociologique est ultra importante. L'analyse politique également. En revanche, de la même façon, toutes les analyses qui consisteraient à centraliser l'objectivation uniquement sur ces causes-là, c'est-à-dire les causes sociologiques, politiques, psychologiques, en évacuant totalement l'aspect religieux, donc en fait l'aspect idéologique, me paraît aussi tout à fait fondamentalement fausse. En fait, je pense qu'il faut à un moment donné assumer le fait que les deux peuvent être possibles. En fait, c'est tout. C'est une réunion des deux facteurs, des deux variables, à la fois des variables sociologiques et à la fois des variables idéologiques. Ça c'est tout le débat entre Olivier Roy et Gilles Kepel, entre est-ce qu'il s'agit d'une radicalisation de l'islam ou une islamisation de la radicalité. Mais on peut penser les deux. Encore faut-il essayer de bien le faire. Vous voyez ? Pour ma part, je considère que comme le processus de radicalisation, voire même le passage à l'acte violent, se découpe comme tel, c'est-à-dire, je pense qu'il y a une radicalisation politique, sociologique, en amont, puis il y a une radicalisation politique, sociologique des individus, et se greffe à cette radicalité-là préexistante une idéologie dite radicale dès le départ. Raison pour laquelle ces individus acceptent parfois avec dynamisme, avec joie parfois à cette idéologie-là. Vous voyez, cela fait écho. Ils sont, comme dit Spinoza, et je sais que tu aimes bien Spinoza, ils sont affectés par ces idées-là. Parce qu'ils sont disposés à être affectés par ça. Mais là encore, ce n'est pas parce que quelqu'un est tendanciellement disposé à adhérer à telle ou telle idée qu'il va adhérer à toutes les idées. Et c'est là où on voit le facteur religieux se dévoiler. Pourquoi ? Parce que pour comprendre l'effet qu'a la religion sur les individus, il faut voir les moments où l'individu est en lutte avec elle. Je vais vous donner un exemple. C'est Abdel Malik, le rappeur, le slammer, qui parlait, et il parlait de sa conversion religieuse, etc. Il disait, voilà, je suis passé par les frères musulmans, l'établir d'abord, etc. J'étais un peu, moi aussi, un peu en rupture. Voilà, moi aussi, je disais,
je n'aime pas la France, etc., etc. Et à Il cette raconte époque-là, le ça djihadisme. dans son livre Qu'Allah bénisse la France, d'ailleurs, un très beau livre. Exactement. Mais d'ailleurs, comment dire, entre parenthèses, le titre du livre est très intéressant. S'appelle Qu'Allah bénisse la France. Ça témoigne du rapport, disons, apaisé qu'il a avec la France aujourd'hui, en tout cas. Mais fut un temps, c'était pas qu'Allah bénisse la France. Dans son esprit, c'était plutôt comme, euh, comme le disaient les partisans de l'État islamique, qu'Allah maudisse la France. Vous voyez. D'ailleurs, qu'Allah maudisse la France, c'était le texte qu'a envoyé l'État islamique après les attentats du 13 novembre. Vous voyez. Euh, mais tout ça pour dire que ce Abdelmalek disait, donc voilà, j'étais dans une forme d'islam un peu rigide, un peu dur, etc. Et à un moment donné, un des chirs qui le suivaient lui a dit, il faut que tu cesses d'écouter de la musique. Oui. Or lui, il était dans un groupe de rap, vous comprenez? Et là, il s'est passé quelque chose d'intéressant. Il le dit dans une interview, il dit, là, j'ai pas pu accepter. Vous voyez, j'ai pas pu accepter. À un moment donné, donc ça a été un des premiers éléments qui a marqué une rupture avec la forme de religiosité qu'il acceptait en amont et ce qu'il va suivre ensuite, c'est-à-dire le soufisme. Euh, Ce qui est intéressant dans cet élément-là, c'est qu'on voit que l'aspect religieux a une force de suggestion, a une force de contrainte, a une force elle enjoint des choses, elle propose des choses, ce qui ne signifie pas que l'individu va les accepter forcément. Vous voyez, moi par exemple, enfin, je vous ai dit que j'ai travaillé sur les intellectuels dits radicaux, français radicaux, et lors de mes entretiens, je me souviens très bien que un enquêté me disait, moi, comment dire, je savais que le djihadisme proposait la violence, mais en mon fort intérieur, je n'arrivais pas à l'accepter. Vous voyez, je n'arrivais pas à adhérer pleinement, je n'arrivais pas à passer à l'acte. Vous voyez, pourquoi? Parce que il a été socialisé d'une certaine façon et voilà, ce n'est pas naturel enfin, en France en tout cas, ce n'est pas naturel d'adhérer immédiatement à la violence. Il y a des conditions sociales d'acclimatisation ou d'acceptation de la violence. Vous voyez. Donc il faut faire attention à ça. Il ne faut pas tout de suite dire la religion, hop, enjoint à la violence. Non. Il y a d'abord des formes de radicalité sociale qui prédisposent à, et même cette prédisposition à ne va pas produire un effet mécanique sur le passage à l'acte. Et ce que je veux dire par là, c'est que la religion, c'est une autorité symbolique. Ça fait voir, ça fait faire et ça fait sentir, ça fait désirer certaines choses. Mais c'est pas mécanique. C'est pas mécanique. Certes, ceux qui sont totalement, qui adhèrent totalement à l'idéologie peuvent consentir à ça. Mais c'est pas le cas de tous. Pas le cas de tous. Donc il faut toujours prendre en compte à la fois l'aspect religieux et l'aspect, quand je dis l'aspect religieux, c'est l'aspect idéologique en fait, hein, et l'aspect sociologique. Voilà, il faut penser les deux en même temps. Et c'est difficile. Il n'y a pas une formule magique qui permet de dire ça se passe comme ça. Non, c'est chaque cas est différent en fait. Voilà. Désolé, j'ai parlé un peu trop longtemps. Non, non, c'était parfait, c'était important qu'on comprenne bien ça. Et là, pour le coup, je suis assez d'accord avec toi, avec ce que tu nous expliques. Effectivement, une conjonction individuelle, puisque personnelle, et les ingrédients dépendent de l'individu et du contexte dans lequel il vit, entre effectivement le social pour être plus pour vulgariser un petit peu ce que tu nous dis entre le social et le religieux. Effectivement. Donc là-dessus, je suis assez d'accord. Mais du coup, si on veut avancer, qu'est-ce qu'on pourrait préconiser justement pour pouvoir justement éteindre cet incendie djihadiste, puisqu'on voit quand même ces derniers jours qu'on a quand même pas mal de problèmes. On a aussi des autorités qui se sont élevées contre la France, des autorités symboliques, puisque pour un Français, c'est pas une autorité politique. Hein, quand le Premier ministre pakistanais ou bien l'école Al-Azhar parle, on n'est pas là dans une autorité politique, on est dans une autorité symbolique. Ces autorités symboliques jettent de l'huile sur le feu pour des intérêts qu'on peut comprendre, de leur point de vue en tout cas. Comment éteindre tout ça et comment parce que faire du cas par cas, ça paraît quelque chose d'extrêmement compliqué. Surtout qu'il faut le faire avant le passage à l'acte. Donc ça paraît extrêmement ardu comme tâche. Mais déjà, quitte à surprendre un petit peu, moi je ne pense pas qu'il y a
une recrudescence je vais préciser ce que je dis, une recrudescence de la fabrique du djihadisme. Je ne pense pas qu'on est en train, ou que aujourd'hui encore, d'autres djihadistes sont en train de se reproduire, etc. Je ne pense pas du tout. Je pense que ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, ce sont uniquement les restes malencontreux de ce qui s'est déjà passé avant. C'est-à-dire du moment d'effervescence religieux, intellectuel, politique de la question djihadiste. C'est les restes aujourd'hui. D'ailleurs, même si vous regardez la majorité des attentats depuis disons 2017 ou quelque chose comme ça, jusqu'à aujourd'hui, la majeure partie de ceux qui commettent des actes terroristes, ce sont soit des migrants clandestins, soit des immigrés très récents. Vous voyez? Ce n'est pas des gens qui sont nés socialisés en France. S'il y en a, ils doivent être une poignée. Ils doivent se compter sur les doigts d'une main et encore. Donc, déjà, sociologiquement, on est sur des populations différentes. Vous comprenez? C'est vraiment, ça, c'est très important de le noter. Avant 2015, la majorité des djihadistes, de ceux qui commettaient des actes terroristes, c'était des Français. C'est Mera, c'est Kouachi, bref, je ne connais pas tous les noms, mais voilà, c'est entre autres, c'est des gens qui sont nés et socialisés en France. Au jour d'aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on est en train on voit qu'en fait, pour moi, c'est ma thèse, je sais pas si elle est juste, mais je pense que vraiment, le phénomène djihadiste est en train de s'essouffler. C'est même pas, il est en train de s'essouffler, il est essoufflé. Vous voyez, l'État islamique n'est pas en mesure, par exemple, de mener des attaques directement sur le sol français. Donc aujourd'hui, on observe juste les restes. C'est les restes de ce phénomène, en fait. C'est les restes de ce phénomène. Donc, quand on me dit qu'il faut, comment dire, durcir les mesures, etc., encore une fois, je ne sais pas si c'est la bonne chose à faire. Durcir quoi? Parce qu'en fait, il faut comprendre, encore une fois, de quoi la radicalisation est le nom. La radicalisation islamique, c'est avant tout un phénomène de politisation et d'intellectualisation. C'est de l'idéologie, en fait. Si à un moment donné, des gens sont prêts à aller tuer des autres, certes, c'est parce qu'il y a un contexte sociopolitique clivant, agonistique, mais c'est aussi et surtout parce qu'il y a une idéologie derrière qui justifie ensuite le passage à l'acte. Vous voyez? Sauf que cette idéologie-là, aujourd'hui, elle n'existe plus. Quels étaient les principaux vecteurs de diffusion de cette idéologie? Et j'entends bien idéologie djihadiste. C'est pour ça que tout à l'heure, au début de l'émission, entre guillemets, j'ai fait la distinction entre les frères musulmans, les salafis quiétistes, etc. Ça n'a rien à voir avec le djihadisme djihadiste. Oui, enfin bref, vous m'avez compris. Les principaux vecteurs de diffusion de la pensée djihadiste, c'était Internet. Essentiellement, ce n'est pas les mosquées. C'est véritablement Internet. Ce n'est qu'après, a posteriori, que certains lieux sociaux, comme, je sais pas, moi, des petites associations vraiment marginales, minimes, ont contribué à. Mais principalement, ce sont les vecteurs numériques, ce sont les réseaux sociaux, ce sont certains sites, comme à l'époque Ansar al-Haq, les musulmans du monde, ou plein d'autres sites, voilà, Force Alizane, etc. Voilà, ça oui, on publiait des textes. Qu'est-ce qu'il publiait également tout un tas de discours, etc. Enfin, vraiment, c'est une production idéologique. Aujourd'hui, il n'y a plus d'idéologisation. C'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, celui qui a tué Samuel Paty, selon les dires des journalistes, a été radicalisé depuis 6 à 3 ans. C'est-à-dire en plein cœur, en fait, du phénomène. Vous voyez, au moment où effectivement le djihadisme était à son paroxysme, et c'était en plein, ça faisait écho aussi à la guerre en Syrie, etc. Par contre, on a autour, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est deux choses, pardon, je te coupe, hein, excuse-moi, mais c'est deux choses qui m'interpellent là-dedans, et c'est ce qui m'a mis, moi, le plus en colère, même si la colère n'est pas bonne conseillère, je pense que la juste colère peut être justifiée parfois. Et ce qui m'a mis en colère, c'est d'une que, eh bien, effectivement, si le passage à l'acte vient d'une personne qui n'est pas née sur le sol français et qui était dans des conditions sûrement socio-économiques assez compliquées, et voire venant en plus d'une culture différente, avec peut-être un contexte de vie où la violence était plus prégnante que dans notre société, ce qu'on peut quand même se dire, c'est qu'on a des familles musulmanes qui ont harcelé un professeur quand même, et qui ont balancé en fait des infos personnelles. Et ça, c'est des gens qui sont, alors, sauf pour l'un d'entre eux, mais sinon, c'est des gens qui sont bien de chez nous. Et
C'est des gens et après dans le même dans la même direction, dans le même sens, pousser oui mais oui mais c'est vrai, c'est pas bien de tuer, oui mais c'est comme à l'époque de Charlie Hebdo, on tue pas pour un dessin, mais quand même, tu vois. Et ces oui mais pour moi font partie du problème. C'est une forme de radicalité pour moi de dire oui mais. C'est-à-dire que si demain quelqu'un rentre dans une mosquée ou comme c'est arrivé par exemple en Nouvelle-Zélande, quand quelqu'un vient avec un fusil et veut plomber un musulman, moi, je vais condamner sans aucune réserve. Je ne peux pas cautionner ça. Je ne vais pas dire oui, mais. Je ne vais pas dire oui, mais ils ont tué 300 personnes sur mon territoire. Tu vois, il n'y a pas de oui, mais. Et chez les musulmans, on peut quand même se rendre compte, voilà, sans être sociologue, on voit beaucoup, y compris dans les institutions islamiques françaises, on voit beaucoup ce oui, mais. Et je trouve que ce oui mais, on a quand même le président du CFCM qui va jusqu'à nous expliquer que parfois il faut renoncer à certains droits pour faire fraternité. Et là, c'est quelque chose qui peut faire hurler, y compris le philosophe que tu es. C'est-à-dire que cette personne nous propose de renoncer à des droits pour pouvoir préserver la susceptibilité d'une partie des concitoyens français. Et tu vois, toutes ces choses-là font que, eh bien, on a l'impression qu'il y a une pression politique qui est mise, un espèce de lobbying en fait, même si je sais que c'est pas uniforme et je sais que à l'intérieur même de ces courants qui font pression, il y a aussi des dissensions, mais on a quand même cette impression que, eh bien, on essaye de enlever quelques libertés et d'adapter, oserais-je le mot, d'islamiser la République. Je vais loin, hein, mais c'est exprès. Je comprends. Ouais, je sais pas si le terme d'islamiser est correct. Enfin, même si je comprends dans ta bouche. Je comprends aussi le problème du oui mais. C'est clair que non, il n'y a pas de oui mais en fait. Mais là encore, il faut pas prendre au mot. Je pense qu'il faut pas prendre au mot tout ce qu'on peut dire, surtout dans ces contextes-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, faut comprendre que vraiment les musulmans de France, en tout cas, hein, se sentent détestés. Hein. Je sais pas pour faire dans la victimisation, moi je déteste ça, mais la plupart des musulmans ne se sentent pas aimés en fait. En tant que musulmans, j'entends. Pour eux, et à tort sans doute. Moi, je me positionne pas sur cette question-là, mais pour eux, voilà, ce sont des provocations constantes, des provocations et puis une forme de comment on dit ça, quand on s'attaque toujours à la même personne, une forme de, j'ai oublié le terme technique, désolé. Vous avez compris, tu as compris ce que je veux Ouais, dire. j'ai compris où tu voulais en venir, pas de problème. Une sorte d'obsession en fait. Maintenant, effectivement, ça n'excuse pas le oui mais. Ça n'excuse pas le oui mais. Mais là encore, je pense pas que la portée de ce oui mais, ça soit un oui mais idéologique. C'est un oui mais plus, il me semble, hein, il faudrait questionner les gens, mais il me semble que c'est plus un oui mais de, on en a marre en fait. Vous voyez, je pense pas, vraiment, je crois qu'on se rend pas compte de l'état de faiblesse politique, culturelle, intellectuelle de ce qu'on appelle la communauté musulmane en France. Je pense qu'en fait, on lui donne une portée qu'elle n'a pas du tout, vraiment pas. On surestime, mais vraiment, hein, je pense, hein, on surestime énormément la communauté musulmane, alors qu'elle n'a aucun pouvoir. Elle n'a absolument aucun pouvoir. Tout ce qu'on voit, c'est des braillements, c'est des réactions. Ce ne sont pas des actions. Vous voyez, ce sont des réactions peut-être qui sont bêtes, qui sont stupides, mais c'est comme ça me fait penser à une phrase d'un rappeur, c'est Niro, il disait on pour répondre à la provocation, on surenchérit à la provocation. Vous comprenez? Il y a une forme de surenchérissement à la provocation et à la bêtise, j'ai envie de dire. Le oui mais c'est une forme de bêtise, mais ce n'est pas une forme de conscientisation politique vraiment au sens où la plupart des musulmans de France, j'entends, sont vraiment contre, sont choqués en fait de ce qui se passe, sont choqués d'ailleurs la meilleure preuve de ce choc, c'est lorsqu'ils n'arrêtent pas de dire, par exemple, ceci n'a rien à voir avec l'islam. Ça, c'est la meilleure preuve que leur façon de comprendre l'islam. Et c'est pas encore une fois, moi je suis étonné lorsque j'entends certains non-musulmans dire contester les musulmans qui disent ça n'a rien à voir avec l'islam, en leur disant si ça a à voir avec l'islam. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que vous dites ça?
En fait, vous êtes presque en train de dire, en fait, j'entends, jamais je ne serai de ceux qui diront, ça n'a rien à voir avec l'islam. Mais c'est pas la question. C'est pourquoi ceux qui sont non musulmans disent, non, ça a à voir avec l'islam, votre religion est comme ça. Alors que eux-mêmes sont en train de dire, non, ça n'a rien à voir avec notre religion. Je suis dans une position médiane et j'entends ceux qui disent ça n'a rien à voir avec la religion. Mais moi, je suis dans une position médiane et là, je te réponds parce que j'ai fait une vidéo là-dessus, donc je suis obligé de défendre ce que j'ai dit. C'est tout simplement de dire non, ça n'est pas l'islam. Mais moi, je vous demande de vous positionner intellectuellement là-dessus. C'est-à-dire que vous avez dans votre corpus idéologique sunnite, en l'occurrence, des textes qui sont violents. Et quand il s'agit d'islamophobie, quand il y a un Zemmour qui sort une phrase complètement idiote comme il sait bien le faire, eh bien, on a toute une communauté qui se lève, on a le CCIF qui se lève, et à juste titre pour le coup. Mais on aimerait bien voir une telle puissance d'irritation quand quelqu'un se réclame de l'islam et tue des gens. C'est-à-dire que j'aimerais bien qu'on revisite ces textes et qu'on se positionne. C'est-à-dire que quand moi je vois dans les Sahih, Muslim et Bukhari qu'on doit tuer des mécréants et qu'on doit, je mettrai les références en description, mais qu'on doit tuer les mécréants et qu'on doit tuer les apostats et que voilà, qu'il y a énormément de violence comme ça et que cela fait partie encore du canon islamique sunnite. Et comme je sais que c'est l'immense majorité de ce qu'on a en France, plus ou moins consciemment, hein, puisque on se réveille pas un matin en se disant je suis sunnite, je me dis il y a deux populations, c'est-à-dire qu'il y a la population qui embrasse l'islam, qui ne connaît pas ces textes et qui n'ira jamais les lire, puisque clairement elle est culturellement islamique, mais en fait au niveau spirituel, elle s'en fout un peu. Elle est consommatrice comme le français moyen. Et puis tu as ceux qui sont vraiment virulents et qui vont te dire non mais ça n'a rien à voir avec l'islam, regarde. Et moi ce que j'aurais envie si j'avais un souhait à émettre et je me sens pas légitime pour l'émettre, mais je vais quand même dire quel est le but en fait de mes interrogations et de mes réflexions, c'est tout simplement de dire que ce soit vos institutions ou vous-même, positionnez-vous sur ces textes. Dites-nous qu'ils sont obsolètes. Dites-nous qu'il faut les contextualiser. Dites-nous qu'aujourd'hui, ils ne servent plus à rien. Enlevez-les du canon islamique. Mais pourquoi garder des textes s'ils n'ont plus… Parce que tu vas avoir un fou, tu vas avoir quelqu'un qui va avoir une mauvaise compréhension, tu vas avoir un cancre, tu vas avoir une personne en colère à cause de causes socio-économiques qui va s'approprier ces textes de manière littérale et qui va justifier son geste et l'islamité de son geste violent par ces textes-là. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs à l'international, puisque il y a certains États qui sont fondés sur ces textes islamiques, et c'est d'ailleurs là-dessus qu'ils s'appuient. Et je me dis que si ça fonctionne au niveau national, eh bien, en plus du fait que les nations extérieures imposent une vision symbolique de l'islam en France, et c'est d'ailleurs un problème auquel on est en train de s'attaquer, je me dis que il y a peut-être un travail aussi à faire là-dessus. On avait Mohamed Harkoun qui parlait déjà de cela. On avait Mohamed Talbi qui lui était coraniste, c'est autre chose, mais qui parlait aussi de faire ce travail-là. On a Mohamed Sorouche aussi qui essaye de faire ces travaux-là. Mais je trouve que ce travail est léger. C'est-à-dire pour moi, dire c'est pas ça l'islam quand tu connais même pas les textes desquels tu te réclames, ça me paraît une fainéantise intellectuelle qui me met en colère. Je comprends ta réaction. Mais justement, comment dire, ceux qui vont te dire ceci n'a rien à voir avec l'islam, comme tu l'as dit, la plupart du temps, ils ne connaissent même pas ces textes-là. Mais pourquoi leur faire connaître ces textes-là, puisque, comment dire, ils sont dans une forme apaisée déjà. Vous voyez, il faut pas pousser les gens. En fait, il faut comprendre que il s'agit de religion. C'est-à-dire que la religion structure vraiment l'individu. En tout cas, elle le structure dans ce qu'elle a de plus essentiel, dans la mesure où la religion, qu'est-ce que ça apporte? Une raison d'être, une raison de vivre. Vous voyez, c'est pas parce que quelqu'un n'est pas un musulman hyper rigoureux, etc., qu'il n'a pas ce rapport avec la foi et qui donne sens à sa vie en quelque sorte. Donc il faut pas brusquer les gens de ce point de vue-là. Ceux qui sont dans l'ignorance, limite, il faut les laisser dans l'ignorance. Tant mieux en fait. Moi, je préfère l'islam de nos parents entre guillemets, comme on disait, c'est-à-dire un islam ignorant, mais qui était fondamentalement pacifique, sincère, parfois même plus authentique
que cet islam savant, connaissant et sachant de tout, et voilà, et donc de sachant aussi de certaines monstruosités. Vous voyez, donc ceux qui sont dans l'ignorance, c'est pas le problème. Moi, ceux qui disent ça n'a rien à voir avec l'islam, eh bien, je peux acquiescer avec eux en disant oui, d'accord, ça n'a rien à voir avec l'islam. Là où je n'acquiesce pas, c'est par rapport aux intellectuels. Les intellectuels qui eux savent et qui disent ça n'a rien à voir avec l'islam. Là, par contre, là, je dis non, ça c'est pas vrai, ça n'a pas rien à voir avec l'islam. Il y a quelque chose, il y a un lien. Il faut le penser, ce lien. Et par rapport à ce que tu me dis, tu m'as cité voilà, tout un tas d'intellectuels musulmans, Mohamed Harkoun, etc. Effectivement, c'est vrai. Mais ce travail est en train d'être fait, il a déjà commencé à être fait, certes de façon pas aussi protubérante, mais doucement. Il y a des poches, par exemple, voilà, je pense à Mohamed Bajrafil, qui essaye de faire ce travail critique. Je pense à Tarek Oubrou, qui essaye de faire ce travail critique. Je pense à un peut-être un peu moins connu qui s'appelle Islam Ibn Ahmed. Je pense à Ousmane Timera. Je pense à voilà, toute une génération qui essaye, je dis bien essaye, parce que encore une fois, il faut prendre en compte qu'il s'agit de la religion. Donc, on ne peut pas venir dire à quelqu'un comme ça, même Tariq Ramadan a essayé de faire ce travail-là. Il fait partie des réformateurs de ce point de vue-là. On ne peut pas venir voir quelqu'un et lui dire, voilà, tu vois les textes là, ces textes-là, par exemple dans le Coran ou autre, bah, tu les balances, tu les jettes. On peut faire ça, mais ça implique véritablement une sorte de rupture, en fait. Il faut aller plus loin que la simple réforme. Et là, c'est la critique philosophique. Vous voyez? Mais tout le monde n'est pas apte à aller jusqu'à là. Vous voyez? C'est pour ça que moi, par exemple, enfin, modestement, je m'essaye à proposer une critique philosophique de l'islam, mais ma critique, ce n'est pas une critique, ce n'est pas une réforme. C'est une vraie critique, au sens où je ne laisse rien, en fait. Je ne suis pas dans la demi-mesure. C'est une critique radicale. Vous voyez? Mais tout le monde n'est pas apte à aller jusqu'à là. Et quand je dis apte, c'est c'est pas au sens intellectuel, hein. C'est au sens éthique, parce que ça implique énormément de choses. Ça implique de renier peut-être, je dis bien peut-être, sa foi. Ça implique des doutes. Le doute pour un croyant, c'est insupportable, vous comprenez? Même enfin, là, c'est pour un musulman, mais pour un chrétien ou pour autre chose, le doute, c'est toujours une épreuve très difficile. Je vous conseille un film sur le sujet qui s'appelle Silence de Martin Scorsese sur des prêtres chrétiens. Enfin voilà, vous voyez que la question du doute, c'est toujours quelque chose de difficile. Et donc les musulmans aujourd'hui sont en train de vivre ça. Il faut comprendre que finalement le meilleur antidote contre le dogmatisme religieux, contre cette forme de religiosité qui fait du mal, ben, ça a été en quelque sorte l'État islamique. Pourquoi? Et le djihadisme et le terrorisme de façon générale. Pourquoi? Parce que la violence qu'elle a dévoilée était telle qu'elle a choqué énormément de musulmans. Il faut comprendre qu'à partir de ce moment-là, certains musulmans ont commencé à douter. En se disant, mais si c'est ça vraiment l'islam, mais je ne suis pas musulman. Ça ne peut pas être ça l'islam. Donc en fait, il faut laisser le temps aux musulmans de faire ce travail critique. Maintenant, c'est aux intellectuels, musulmans, mais pas que, d'accompagner ce geste. C'est en train de se faire, et je pense que ça va se faire, doucement, on est en train de se diriger vers ça. Maintenant, forcément, ça prendra du temps. Ça peut pas se faire en quelques années. Alors, je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu viens de dire, et effectivement, les précautions que tu mets sont effectivement à prendre. Et c'est vrai que si je dois penser contre moi-même, je suis parfois un petit peu brutal. Et je comprends la brutalité. Hein. Je veux dire vraiment, moi-même, je suis brutal parfois. Hein. Ouais, et je suis brutal parce que je me dis, comment expliquer ça? Déjà il y a des cas, on peut en parler. Il y a des cas où la brutalité a porté ses fruits. C'est-à-dire que moi, j'ai des cas où j'ai été brutal avec des personnes et ça les a forcés à aller voir les textes et vérifier ce que je disais et ça a porté ses fruits. J'ai aussi en tête, puisqu'on en parlait tout à l'heure, de la famille, en tout cas, j'ai en tête aussi cette musulmane qui s'est exprimée il y a, je crois, un mois sur Culture d'Islam, qui est sur France Culture et produite par Khaled Benchek, que je conseille également. Et où témoignait la sœur de Wallen, qui est donc la femme d'Abdel Malik, et qui portait le voile, et qui un jour a été interpellée elle était à l'université, et puis elle a été interpellée par une professeure à qui elle posait une question sur le cours, donc rien à voir avec l'islam, et sa professeure lui a répondu, écoute, moi je ne parle pas aux gens comme toi, enlève ton voile et après on discutera. Tant que tu auras ce voile, je discute pas avec toi. Et elle explique la violence que ça a été pour elle. Je ne cautionne pas forcément à chaque fois, parce que ça peut aussi produire l'effet inverse, c'est très dangereux. Mais
on voit que dans ce cas-là, elle explique que, eh bien, en fait, ça a été le début d'un cheminement où elle a été vérifiée, en fait, que son voile était réellement légitime dans les textes et elle s'est rendue compte que non. Et finalement, elle a fini par retirer son voile. Donc, je dis pas que c'est la solution, puisque ça peut produire un effet inverse et ça peut crisper aussi. Et j'entends ce que tu nous dis, c'est vrai. Et donc ça, c'est le premier point. Et le second point, c'est que je viens de Spinoza. Comme tu le disais tout à l'heure, j'aime beaucoup Spinoza. Il m'a sorti moi-même, Cyril, du sunnisme. Donc, il m'a sorti de l'islam par la critique de ses textes. Et c'est vrai que quand on a lu tout ça et quand Spinoza a montré à notre rationalité comment dire je sais pas comment expliquer, mais en tout cas l'imposture que constitue selon moi ce que produisent les théologiens et non pas la spiritualité et l'islam en tant que tel, qui est respectable. La spiritualité est quelque chose, comme tu dis, comme tu as dit justement, d'extrêmement structurant, et ça l'a été pendant des siècles au sein de nombreuses nations. C'est pas ça que je conteste, mais ce que produisent les théologiens, ce que produisent les imams, ce que produisent les intellectuels aussi au niveau religieux, est quelque chose d'assez figé et enfin voilà. Et en tout cas, ça donne une image de Dieu qui est pour moi extrêmement basse et extrêmement laide. Et du coup, ça me fait mal en fait d'entendre des croyants dire voilà, je crois en Dieu et je fais ça. Voilà, j'ai envie de lui dire entre ta croyance, je sais pas, Dieu c'est tout pour toi. Moi, j'ai passé ma vie à étudier ça et je continue parce que effectivement Dieu est important pour moi. Et entendre des gens me dire Dieu est important pour moi et ne pas faire le travail de recherche, j'ai du mal. Voilà, ça c'est peut-être une intolérance que j'ai. Mais tu as raison, c'est aux intellectuels de faire ça et c'est pas aux musulmans moyens effectivement d'aller là-dedans, c'est compliqué. Ton intolérance, entre guillemets, ton intolérance, je la partage, je la comprends, c'est une intolérance entre guillemets intellectuelle. C'est une intolérance liée au fait que tu n'aimes pas ceux qui n'aiment pas la rationalité ou n'aiment pas la recherche de la vérité ou autre. Donc je la comprends parfaitement, mais il faut comprendre que voilà, tous les individus ne sont pas forcément, quand je dis aptes, en tout cas n'ont pas été disposés ou éduqués ou sensibilisés à cette quête-là. Et donc ça demande du temps, ça demande des efforts, ça demande vraiment une éducation. C'est vraiment une question politique en vérité. Vous voyez, ça ne se fera pas en un jour. Ça prendra nécessairement du temps. Et je pense que, de toute façon, les lumières, entre guillemets, et quand je dis par lumière, j'entends pas la production d'un islam des lumières. J'entends véritablement vivre les lumières, c'est-à-dire vivre l'esprit critique. Et donc, éventuellement, cesser d'être religieux d'une certaine façon, voire peut-être de continuer à l'être d'une autre façon. Les musulmans vont vivre ça dans les temps à venir, si et seulement si on cesse de les prendre pour cible. Parce que plus on continuera à les prendre pour cible, plus ils vont s'attacher à la seule chose qu'ils tiennent. En fait, ils vont s'attacher à ce par quoi ils sont attaqués, c'est-à-dire leur particularité religieuse. Vous voyez? Et là, c'est problématique, c'est dommage parce que il y avait véritablement, mon hypothèse, c'est que les musulmans, les jeunes musulmans d'aujourd'hui, la génération musulmane d'aujourd'hui, peut devenir éventuellement ce qu'a été la génération juive du 19e siècle. C'est-à-dire que le judaïsme est passé par une époque, ce qu'on appelle les Lumières juives, la Scala, et ce moment-là a produit ensuite tout un tas de grands intellectuels, Husserl, Einstein, Marx, Freud, Durkheim, etc. C'était des gens qui étaient aux prises, pas tous, hein, mais la plupart, avec des questionnements religieux. Vous voyez, la violence de entre guillemets, la modernité les a poussés à produire quelque chose de nouveau. Vous voyez, je pense que les musulmans, les jeunes générations musulmanes d'aujourd'hui, peuvent, à court moyen terme, dans un futur plus ou moins, voilà, je ne sais pas quand, mais en tout cas, peuvent déboucher sur ce genre de choses. Si et seulement si, encore une fois, on cesse de les persécuter, en fait. Il faut vraiment, quand je dis les persécuter, désolé, le terme est peut-être trop orienté, etc., mais je pense qu'il faut faire le meilleur moyen de lutter contre ce qu'on appelle, entre guillemets, l'islamisme ou le radicalisme ou autre,
c'est de faire douter les gens. Mais encore une fois, douter, on peut le faire de façon douce et on peut le faire de façon violente. La façon violente, c'est pas forcément toujours la bonne. Vous voyez, ça dépend comment c'est fait. Ça dépend comment c'est fait, ça dépend par qui c'est fait aussi. Vous voyez, lorsque c'est un non-musulman qui vient de façon violente, plus ou moins violente, dire voilà c'est ça l'islam ou voilà ce que c'est l'islam, forcément ça va braquer. Vous voyez, il y a plus de chances que ça braque en tout cas. Mais voilà, je suis pas pessimiste sur cette question-là. Je pense que vraiment on peut arriver à quelque chose de plus ou moins beau. Non, c'est tout à fait vrai ce que tu dis, effectivement, et c'est parfaitement explicité pour ceux qui nous regardent dans les identités meurtrières d'Amin Malouf. Et c'est vrai qu'effectivement, quand on appuie sur la particularité de quelqu'un, il a tendance justement à brandir comme un bouclier cette particularité. Et au final, on fait plus de mal que de bien, effectivement. Je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Après, je dis pas qu'il faut pas être radical, c'est-à-dire dans la critique, dans le fait de intimer le doute ou d'amener le doute. Il faut être très rigoureux, très voilà. Il faut pas être gentil. Moi, je sais pas, c'est pas question de gentil, mais il y a une façon de faire, c'est-à-dire pointer comme certains le font à chaque fois l'islam comme problème, etc. Je pense pas que ce soit la bonne solution. Moi, dans ma critique, je suis radical. Je ne laisse rien. Mais déjà, enfin, l'avantage que j'ai entre guillemets, c'est que je le fais à partir de la tradition musulmane, d'une certaine façon. Donc, je sais entre guillemets, voilà, de quoi je parle plus ou moins. Donc, ça passe déjà un peu mieux. Vous voyez, c'est des choses à penser, c'est des choses à travailler. J'ai pas de solution clé en main, mais voilà, je suis paradoxalement plus ou moins optimiste par rapport à l'avenir. Voilà. D'accord. Eh bien, je pense que c'est bien qu'on termine en fait cet échange sur ce qui est un propos éminemment positif. Donc effectivement, je suis assez d'accord avec toi. Alors souvent, avant de terminer, j'aime bien poser deux questions. La première, c'est tout simplement, qu'est-ce que tu conseillerais comme ouvrage sur le sujet pour ceux qui seraient en train de nous regarder? Alors ça peut être des ouvrages sans rapport, hein, c'est vraiment toi qui vois. Ok, alors bon, vu qu'on a parlé un peu de radicalisation, je savais pas que tu allais me poser cette question, mais heureusement, c'est cool. Sur sur la question de la radicalisation, je vous conseille vraiment ce livre. Donc, il s'appelle La fabrique de la radicalité. C'est écrit par deux sociologues, donc Laurent Bonelli et Fabien Carrier. C'est un des meilleurs livres que j'ai lu sur le sujet, qui a confirmé, c'est prétentieux, mais qui a confirmé un peu certaines de mes thèses, de mes théories. Donc j'aime beaucoup ce travail-là. Je trouve que c'est un des travaux les plus sérieux sur la question. Donc voilà. Eh ben c'est parfait. Écoute. Et puis pourquoi pas vous conseiller aussi Nietzsche, hein, pourquoi pas, ça fait pas de mal, par-delà bien et mal, voilà, ou généalogie de la morale, ou pour finir, mieux, puisque, attendez, je sais pas si je l'ai, je l'ai pas, dommage. Je voulais vous montrer Karl Marx, critique de la philosophie de Hegel, où il dit la condition de toute critique, il dit la critique de la religion est la condition de toute critique. Moi, je suis entièrement d'accord avec cette idée-là. Donc voilà. D'accord. Eh ben écoute, je te remercie Zinedine. La deuxième question, c'est simplement où te retrouver sur Internet si on veut te lire, si on veut voilà, tout simplement lire ce que tu produis, puisque je sais que tu produis des articles et que tu vas peut-être produire d'autres choses à l'avenir. Sur mon Facebook, hein, Zinedine Gaïd, voilà, tout simplement. Et puis j'écris essentiellement sur ton blog. Je te remercie beaucoup de me laisser publier. Ça me permet d'aller beaucoup plus vite parce que souvent il m'arrive d'être soumis à la censure. Sinon, bon, des fois, je publie sur Mizen Info aussi, qui publie mes publications gentiment. Je salue Fouad Barry. Et puis voilà. Voilà à peu près. Merci en tout cas. Eh ben écoute, merci Zinedine pour le temps que tu nous as accordé et puis pour l'intelligence que tu nous as proposée. C'est vraiment très gentil de ta part. Merci à toi, Cyril. Salut Zinedine.